Lors de cette réunion familiale, juste après avoir refusé l'idée de donner mon café de 180 000 $ à mon frère cadet, mon père m'a jeté un verre de vin rouge au visage. Sa voix était pleine de rage. Il a crié, « Surveillez votre ton. Je suis toujours votre père, et vous n'allez pas me manquer de respect devant cette famille. » Après ce moment, toute la pièce est tombée silencieuse. Je suis resté là, laissant le vin rouge couler sur mon visage et sur le col de ma chemise. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de m'éloigner de ma famille. J'ai quitté la maison où j'ai grandi pour protéger le peu de dignité qu'il me restait. Restez jusqu'à la fin de l'histoire et dites-moi, avais-je tort de choisir de m'éloigner et de reprendre ce qui était à moi? Bonjour à tous, je m'appelle Brody. J'ai 30 ans et je travaille dans la finance depuis 8 ans. Je vis seul dans une petite maison dans le sud de Kansas City, Missouri. C'est un endroit où vous pouvez encore acheter une maison agréable et tranquille avec 400 000 $, juste assez pour commencer une vie indépendante sans être écrasé par la pression financière. Cette maison est le fruit d'années de travail acharné et d'épargne. Je ne dépense pas de manière imprudente, je ne prends pas de vacances, je ne cours pas après des choses coûteuses que les gens utilisent généralement pour se montrer. Même si ma vie est relativement stable maintenant, il y a des moments où je me sens encore seul dans cette maison. Non pas parce que je n'ai pas de famille, mais parce que j'ai décidé de rompre les liens avec eux il y a plus d'1 an. Cela s'est produit après qu'il m'ait demandé de remettre le café que je possédais, d'une valeur de près de 180 000 $, à mon frère cadet. Je suis né dans une famille avec 2 frères. Je suis l'aîné, et mon frère cadet s'appelle Blake. Il a 4 ans de moins que moi. Même quand nous étions enfants, je le voyais, Blake était toujours le préféré. Et pas de la manière habituelle dont les parents aiment leurs enfants. C'était le genre de favoritisme où chaque erreur qu'il commettait était excusée, et chaque échec s'accompagnait d'une excuse toute prête. Ma mère disait que le professeur était injuste s'il obtenait une mauvaise note, s'il quittait un emploi à mi-chemin. Mon père affirmait que l'environnement de travail n'était pas adapté et non pas que Blake avait fait quelque chose de mal. Pour moi, c'était tout le contraire. On me rappelait constamment d'être mature et de donner l'exemple. C'est ce que font les frères aînés, disait-il si souvent que cela est devenu une règle. Je n'étais jamais autorisé à prendre du retard, je n'étais jamais autorisé à être fatigué ou à me plaindre. Si je restais silencieux, il disait que j'étais distant, si je prenais la parole, j'étais qualifié d'égoïste. Je ne m'y suis pas habitué parce que je me sentais bien, je m'y suis habitué parce que je savais une chose avec certitude, plus j'attendais d'eux, plus j'étais sûr d'être déçu. Même si mon enfance a été une longue période de comparaison et de mauvais traitements, une personne dans cette maison m'a toujours regardé différemment. Mon grand-père était la seule personne de ma famille qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Il n'était pas le genre d'homme qui parlait en mots poétiques, il ne me prenait pas dans ses bras, il ne demandait pas constamment comment j'allais. Mais la façon dont il manifestait son amour m'a toujours fait sentir vu et compris, comme un enfant oublié qui aspire secrètement à l'attention. Je me souviens encore que chaque fois que je lui rendais visite, qu'elle soit annoncée ou non, il y avait toujours une tasse de café sur la table du café noir, sans sucre, comme je l'aimais. Il disait, « Un gamin comme toi n'a pas besoin de douceur, tu dois rester vif. » Puis il s'asseyait tranquillement et m'écoutait parler. Parfois, il ne disait rien, il hochait simplement la tête et sirotait son café, mais je savais qu'il écoutait tout ce que je disais. La rémunération était faible lorsque j'avais tout juste obtenu mon diplôme et commencé mon premier emploi. Tout m'est arrivé à la fois, le loyer, les factures, et même mon vieux ordinateur est tombé en panne au milieu d'un rapport. Je n'en ai parlé à personne dans la famille parce que je savais déjà ce que j'allais entendre, « Débrouille-toi, tu es un adulte maintenant. » Mais le lendemain matin, j'ai reçu une notification, une petite somme d'argent avait été déposée sur mon compte. C'était de lui. Lorsque j'ai appelé pour demander des explications, il a seulement dit, « C'est de mes économies. Ce n'est pas beaucoup, mais assez pour que tu n'aies pas à lutter seul. » Il n'en a plus jamais parlé, il ne m'a jamais rien demandé en échange. Mais c'était la première fois qu'un membre de ma famille choisissait de me soutenir sans attendre que je prouve quoi que ce soit. Chaque jour de Thanksgiving, lorsque tout le monde se rassemblait autour de la table et se posait des questions par obligation, il était le seul à me regarder et à me demander, « Tu continues d'écrire dans ton petit carnet ?» Il était le seul à se souvenir que j'aimais écrire. Il était également le seul à conserver toutes les cartes que je lui avais données quand j'étais enfant. Il les plaçait soigneusement dans une boîte en bois à côté de son fauteuil de lecture. Pour moi, il n'était pas seulement un parent, il était le témoin silencieux de toutes les années où j'ai fait de mon mieux et n'ai jamais reçu de reconnaissance. Mais ensuite, il y a 2 ans, il m'a quitté aussi.
Je m'en souviens clairement, c'était un début de semaine, et je venais d'arriver au bureau lorsque mon père m'a appelé pour me dire qu'il était décédé. À ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas seulement perdu un grand-père, j'avais perdu le seul membre de ma famille qui se soit jamais élevé pour moi. 30 jours après les funérailles, nous quatre nous sommes réunis au cabinet de Maître Gavin pour entendre la lecture de son testament. Ce jour-là, l'avocat a précisé que mon grand-père avait réparti ses biens avec soin et délibération. Blake et moi devions recevoir chacun 200 000 $, ma mère et mon père ont également reçu une part, 100 000 $ chacun. La maison dans laquelle mes parents et Blake vivaient serait copropriété de Blake et de moi. Dans le testament, mon grand-père expliquait pourquoi il avait écrit cela, parce que mes parents avaient toujours montré un favoritisme envers Blake, ils ne pouvaient pas leur faire confiance pour gérer la succession équitablement. Ils craignaient que si tout restait entre leurs mains, je ne finisse par ne rien avoir après son départ. Après cela, mon père a demandé pourquoi la maison de mon grand-père n'était pas mentionnée. À ce moment-là, Maître Gavin a donné une brève réponse, Monsieur Brandon a vendu la maison il y a quelques mois pour 600 000 $. C'est de là que vient l'argent. À ce moment-là, j'ai compris que mon grand-père avait tout planifié. Il n'était pas injuste envers mes parents ou mon frère, il savait que s'il ne s'en occupait pas lui-même, je serais maltraité après son départ. C'est pourquoi il a tout fait discrètement et soigneusement, il voulait s'assurer que je ne serais pas laissé pour compte. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde gratitude pour lui, et je me suis fait une promesse, j'utiliserai judicieusement l'argent qu'il m'avait laissé, je ne le gaspillerai pas, et je ne laisserai personne me ramener dans le cycle d'injustice dont il avait tant travaillé pour me protéger. Après avoir transféré les 200 000 $ sur mon compte, j'ai su que je devais utiliser cet argent judicieusement. Travaillant dans la finance, j'ai compris que laisser de l'argent inactif trop longtemps est le moyen le plus rapide de perdre de la valeur. Quelques jours plus tard, j'ai commencé quelque chose à quoi je pensais depuis longtemps, j'ai ouvert un café. Non pas parce que j'avais une passion pour la préparation de boissons ou que je voulais changer de carrière, mais parce que je pensais que cela pourrait devenir un investissement solide et fournir un revenu stable s'il était correctement construit. J'ai dépensé environ 180 000 $ pour lancer le projet. Un peu plus d'un mois plus tard, le premier café à mon nom a officiellement ouvert ses portes à Kansas City. Même avec le magasin en activité, je n'ai pas quitté mon emploi. Je continuais d'aller au bureau chaque matin, de rencontrer des clients et de travailler dans la finance comme d'habitude. Quant à la gestion du magasin, je l'ai confié à un gestionnaire que j'avais soigneusement sélectionné et en qui j'avais entièrement confiance. Le jour de l'ouverture, j'ai invité des amis, des collègues et des proches. Mes parents sont venus aussi, ainsi que Blake. Je pensais que peut-être cette fois-ci, ils seraient fiers de moi, peut-être qu'ils verraient enfin les efforts que j'avais fournis et diraient quelque chose de différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Mais ensuite, en plein milieu de la fête, alors que les gens levaient leurs verres et me félicitaient, ma mère s'est tournée vers moi et a prononcé d'une voix douce qui avait plus de poids que les mots eux-mêmes. Elle a dit, « Tu aurais dû donner cette idée d'entreprise à Blake. » Je n'ai pas répondu, je n'ai montré aucune réaction, j'ai simplement souri comme je l'avais toujours fait, parce que j'avais pris l'habitude que mes parents souhaitent toujours le meilleur pour mon frère cadet, et je n'étais jamais celui à qui ils donnaient ces choses. Quant à Blake, après avoir reçu les 200 000 $, il n'a pas choisi de les investir ou même de les placer sur un compte d'épargne. Au lieu de cela, il s'est lancé dans un cycle incessant de fêtes et d'excès, des soirées tardives dans les bars, des voyages en voiture spontanés sans raison, et des repas dans des restaurants où il ne se souciait pas de vérifier les prix. Tout s'est passé si vite que même notre famille ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. En un an seulement, l'argent avait disparu. Je ne l'ai pas appris directement de lui, je l'ai découvert par le biais de ses amis proches. Certains m'ont envoyé des messages, et d'autres ont accidentellement laissé des indices par le biais des photos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux. Sur ces photos, Blake se tenait souvent à côté de voitures de sport louées ou était assis à des tables VIP avec des bouteilles d'alcool alignées. Les photos étaient accompagnées de légendes pleines de vantardises arrogantes. Je n'avais même pas besoin de demander, je savais exactement ce qui s'était passé. Ce qui a empiré les choses, c'est que lors d'une de ces soirées imprudentes, il a mis une fille enceinte. Ce n'était pas sa petite amie, ce n'était même pas une relation sérieuse, mais les conséquences étaient réelles, et personne dans la famille ne pouvait prétendre que cela ne s'était pas produit. Ce scandale s'est produit il y a tout juste un an et a été le début de tout, il a déclenché le drame familial. J'étais devenu la figure centrale de tout ce chaos. Avant même que je le sache, il y a un an, c'était un week-end d'avril. J'étais rentré à la maison après avoir reçu un appel urgent de ma mère. Après plus d'une heure de route, je suis arrivé vers 10 h du matin.
des voitures étaient alignées des deux côtés de la rue devant la maison, la plupart appartenant à des parents du côté de ma mère. Après avoir enfin trouvé une place de parking, j'ai pénétré dans la maison avec une bouteille de vin, comme ma mère me l'avait demandé ce matin-là. En entrant, j'ai été un peu surpris. Outre les visages familiers de mon père, de ma mère et de Blake, près de 20 parents étaient éparpillés dans le salon et la salle à manger. L'ambiance n'était pas exactement tendue, mais il était clair que quelque chose était en train de se mettre en place. Puis, parmi tous les visages familiers, j'ai remarqué une fille que je ne connaissais pas. Elle était assise assez près de Blake, avait l'air timide, et ses yeux balayaient la pièce comme si elle y était pour la première fois. Après quelques salutations et une brève présentation par Blake, j'ai découvert qu'elle s'appelait Camilla. C'était sa petite amie. Environ 10 minutes plus tard, la réunion a officiellement commencé. À ce moment-là, je pensais encore que c'était juste une simple réunion où Blake présentait sa petite amie à la famille, rien d'inhabituel. Mais peu de temps après, ma mère est allée droit au but. Elle s'est levée, a regardé la pièce et a souri en annonçant que Camilla était enceinte de 3 mois. Elle a dit que la famille prévoyait un mariage pour le mois suivant. Immédiatement après, toute la salle s'est mise à applaudir. Tout le monde a félicité Blake, et moi aussi. J'ai applaudi et me suis tourné vers lui, disant doucement « Félicitations, je suis ravi d'apprendre ça ». Après que les rires et les conversations ont commencé à se calmer, ma mère s'est levée à nouveau. Elle a regardé la pièce, exprimant son émotion, puis a dit « Notre famille est sur le point d'accueillir un nouveau membre. Blake et Camilla sont sur le point de commencer un nouveau chapitre, et je crois qu'ils réussiront bien. » Elle a fait une pause momentanée, peut-être pour reprendre son souffle ou s'assurer que tout le monde écoutait, puis a continué, mais je comprends aussi que fonder une famille n'est jamais facile, surtout maintenant que Blake n'a toujours pas d'emploi stable, Camilla attend un bébé. Puis elle m'a regardé directement. Sa voix s'est légèrement abaissée, Brody, je sais que tu as travaillé dur, je suis vraiment fier de tout ce que tu as accompli, mais aujourd'hui, je veux que tu penses un peu plus grand, pense à ton frère, pense à l'enfant que tu es sur le point d'avoir dans ta vie. À ce moment-là, j'ai su où cela allait, et comme je m'y attendais, elle l'a dit clairement, sans hésitation. Sa voix a résonné dans toute la pièce, je pense que tu devrais donner le café à Blake en cadeau de mariage, un cadeau pour ton frère et le bébé qui arrive. Après qu'elle ait dit cela, j'ai pu entendre certains parents acquiescer. L'un d'eux a même dit assez fort pour que j'entende chaque mot, c'est vrai, Brody est le frère aîné, il devrait s'occuper du sien. Je pouvais sentir toute la pièce penchée d'un côté. À ce moment-là, ils n'attendaient pas seulement ma réponse, c'était comme s'ils avaient déjà décidé que je dirais oui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là, regardant le verre de vin devant moi, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je décidais de dire ou non ce qu'aucun d'eux ne voulait entendre. Et puis, après près d'une minute de silence, j'ai levé la tête. Je savais qu'il était temps d'y faire face. J'ai regardé directement ma mère, j'ai gardé ma voix aussi calme que possible, et j'ai dit, « Êtes-vous sérieuse ? Ce café, c'est quelque chose que j'ai construit avec tout ce que j'avais. J'y ai mis 180 000 $, et maintenant vous me dites que je devrais le donner à Blake en cadeau de mariage ? Je ne serai jamais d'accord pour ça. » Elle a immédiatement répliqué, sans hésitation, « Brody, ton frère est au chômage et va devenir père. Nous sommes une famille, peux-tu laisser ton neveu naître sans que personne ne s'occupe de lui ? » Après qu'elle ait dit cela, je me suis levé. Je me suis fichu des douzaines de parents qui me regardaient. Je les regardai droit dans les yeux et j'ai demandé, alors où sont passés les 200 000 $ qu'il a hérités de grand-père ? Blake est immédiatement intervenu. Sa réponse est venue si vite qu'elle semblait répéter, je les ai investis avec un ami, mais l'affaire a échoué, et j'ai tout perdu. À ce moment-là, j'ai laissé échapper un léger rire. Il était silencieux, mais le mépris qu'il contenait était impossible à cacher. Je l'ai regardé et j'ai dit froidement, tu mens, tu as tout dépensé en faisant la fête pendant la dernière année. Ne crois pas que je ne le savais pas, dois-je montrer à tout le monde les photos de toi en train de jeter de l'argent partout ? Blake a immédiatement baissé la tête après que je l'ai ainsi exposé. Avant que personne ne puisse intervenir, je me suis tourné vers mes parents, assis en face de moi. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité, je me suis assuré que chaque mot était clair, je ne vais pas lui donner mon café. Si vous le voulez vraiment, donnez-moi 200 000 $, je vous le remettrai. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le donner à Blake, le donner à son enfant, je m'en fiche. Juste après que j'ai dit cela, mon père s'est levé d'un bond. Il a pris le verre à vin sur la table et me l'a jeté directement au visage.
Sa voix a rempli la pièce silencieuse, forte et furieuse, surveillez votre ton. Je suis toujours votre père, et vous n'allez pas me manquer de respect devant cette famille. Au moment où le verre de vin rouge m'a frappé le visage, toute la pièce a semblé se figer. Le vin a coulé de mon front, passé ma mâchoire, et s'est imbibé dans le col de la chemise blanche que j'avais enfilée ce matin-là. L'odeur amère des raisins fermentés s'est mélangée à la piqûre sur ma peau, mais ce que j'ai vu le plus clairement, c'étaient les yeux de mon père. Il n'y avait aucune trace de regret dans leur profondeur. Quelques secondes plus tard, j'ai lentement levé la main pour m'essuyer le visage. Le mouvement était calme, comme si j'essayais de secouer le dernier peu de retenue qu'il me restait. Le vin continuait à couler de mon menton, mais je m'en fichais. J'ai regardé la pièce une fois, et tout ce que j'ai vu, ce sont des parents qui évitaient mon regard, comme si c'était moi qui avais gâché la fête. Lorsque ma mère a croisé mon regard, elle a rapidement détourné les yeux. Blake a gardé la tête baissée et n'a rien dit. Et dans cette pièce, personne ne s'est élevé pour moi ce jour-là. Après cela, je me suis éloigné de la table et j'ai pris mon manteau. Juste avant de sortir, j'ai dit une chose. Ma voix était calme mais ferme, merci de me rappeler ma place dans cette famille. Puis je suis parti. Derrière moi, des chuchotements et des murmures discrets, du genre « il est toujours comme ça ». Mais je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. En rentrant chez moi ce jour-là, je ne me suis pas senti en colère d'avoir reçu du vin au visage. Ce que j'ai ressenti, c'est une lente et silencieuse tristesse qui s'est insinuée petit à petit, se resserrant dans ma poitrine jusqu'à ce que j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'avais pitié de moi, de tous mes efforts pour appartenir à cette famille, de combien j'avais voulu faire partie de quelque chose qui, finalement, ne m'avait jamais vraiment considéré comme l'un des leurs. Si quelqu'un m'avait demandé ce que je pensais à ce moment-là, j'aurais probablement répondu « j'aimerais qu'ils m'aiment ne serait-ce qu'un dixième de la façon dont ils ont toujours aimé Blake. » Un peu d'équité ou peut-être que je ne me sentirais pas aussi seul. Tout ce que j'ai aujourd'hui mon travail, ma maison, ma stabilité, je l'ai construit seul. Pas un seul dollar ne vient d'eux, personne ne m'a aidé quand j'en avais besoin, personne ne m'a demandé si j'allais bien pendant que je luttais. Je me souviens avoir eu 18 ans, tous mes amis choisissaient avec enthousiasme leurs universités, j'ai discrètement signé un contrat de prêt étudiant pour une dette énorme pour aller à l'école. J'ai passé 4 ans à manger des repas bon marché, à travailler des quarts de nuit et à dormir à peine. Après avoir obtenu mon diplôme, il m'a fallu 2 ans de plus pour rembourser ce prêt. Pas une seule personne dans ma famille ne m'a proposé son aide. À 27 ans, après avoir travaillé comme si ma vie en dépendait, j'ai enfin économisé assez d'argent pour un acompte et j'ai contracté un prêt hypothécaire à long terme pour acheter ma première maison ou la maison où je rentrais maintenant en voiture. Blake n'a jamais eu à travailler un deuxième emploi, il n'a jamais eu à se soucier des dettes. Mes parents ont tout réglé pour lui, des frais de scolarité aux frais de subsistance, et lorsqu'il a obtenu son diplôme, ils ne se sont pas arrêtés là, ils lui ont donné plus d'argent à investir. Peu importe combien de fois il a échoué, ils ont continué à le protéger. Pendant toutes ces années, je ne me suis jamais plaint, je suis quand même rentré pour les vacances, je me suis assis à table, j'ai quand même participé à Thanksgiving, j'ai toujours essayé de faire partie de la famille parce que je continuais à penser qu'un jour il me verrait, peut-être comprendrait-il ce que j'avais vécu, peut-être reconnaîtrait-il enfin mes efforts. Mais puis aujourd'hui est arrivé, et j'ai réalisé qu'il ne me voyait pas et se sentait en droit de tout ce que j'avais. Ils n'ont pas célébré mon succès, ils l'ont considéré comme quelque chose que toute la famille devait partager, quelque chose dont ils pouvaient prendre des morceaux. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais m'arrêter non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne pouvais pas continuer à user mon respect de moi-même pour m'accrocher à l'amour de gens qui ne m'avaient jamais vraiment fait de place dans leur cœur. Environ 1 heure plus tard, je suis arrivé chez moi. D'abord, je suis allé directement dans la salle de bain, j'ai ouvert l'eau à fond et j'ai laissé le courant froid rincer l'odeur de vin qui persistait sur ma peau, mes cheveux et le souvenir de ce matin. Quelques minutes plus tard, je me suis préparé une tasse de café noir. Même si c'était le week-end, j'avais encore quelques tâches à terminer, mais la vérité est que je voulais juste garder les mains occupées pour que mon esprit ne revienne pas à l'image de ce vin qui m'avait frappé au visage. Environ 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Lorraine, qui était aussi là plus tôt. J'ai décroché après quelques sonneries. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour avant que sa voix ne se fasse entendre, pleine de reproches. « Brody, tu es allé trop loin aujourd'hui. Comment as-tu pu traiter tes parents comme ça? Ils sont toujours ta famille, aider Blake, c'est aider tes parents aussi. » Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien.
Je n'y ai pas réfléchi à deux fois, les mots sont sortis tous seuls, alors aidez ma mère vous-même, vous êtes aussi sa famille, et si vous ne pouvez pas vous en tenir à l'écart. J'ai raccroché juste après, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je savais que dire plus ne ferait qu'empirer les choses pour moi. Après cet appel, les souvenirs de mon grand-père m'ont soudainement frappé aussi vif que je pouvais presque le voir assis près de la fenêtre, versant tranquillement une tasse de café et faisant signe de m'asseoir. Il a peut-être dit quelque chose de doux et de simple, mais assez pour m'aider à retrouver mon calme. S'il était encore en vie. S'il était encore en vie, je crois vraiment que mes parents, même s'ils favorisaient beaucoup Blake, n'auraient jamais osé aller aussi loin. À ce moment précis, une phrase de son testament a soudainement résonné dans mon esprit. Je me souviens clairement qu'il avait écrit dans le testament que je possédais la moitié de la maison où vivaient mes parents. Et à ce moment-là, j'ai su exactement ce que je ferais. Le lendemain, je suis arrivé au cabinet de Maître Gavin à 8 heures précises. J'ai apporté une photocopie du testament qu'il avait remis à ma famille il y a exactement 1 an, au cas où il ne se souviendrait pas clairement de qui j'étais ou aurait oublié ce que mon grand-père avait arrangé au préalable. Après quelques salutations polies, j'ai sorti le testament du dossier de ma mallette, je l'ai posé délicatement sur la table et je l'ai fait glisser vers lui. Maître Gavin l'a pris, l'a ouvert et l'a relu. Après avoir examiné attentivement le document, il a demandé directement « Que voulez-vous que je fasse ?» Je n'y ai pas réfléchi à deux fois, la réponse est sortie immédiatement, comme si elle attendait depuis la veille au soir, « Je veux la moitié de la maison. » Après avoir dit cela, il a confirmé pour s'assurer qu'il n'avait pas mal entendu, « Vous voulez dire que vous voulez vendre la maison et partager l'argent ?» J'ai hoché la tête, ma voix toujours calme, « S'ils acceptent de vendre, nous partageons l'argent 50-50e. Mais s'ils veulent la garder, ils devront racheter ma part à sa valeur marchande. » En entendant cela, Maître Gavin a lentement hoché la tête. Il n'a posé aucune autre question, il a simplement pris un stylo et a noté les détails que je lui ai donnés, y compris l'adresse de la maison, son statut de propriété et le nom du copropriétaire légal, Blake. Après quelques lignes de notes, il n'a dit qu'une chose, courte et ferme, « Je vais m'occuper de ça pour vous. » Environ 30 minutes plus tard, j'ai quitté son bureau et je me suis dirigé directement vers mon travail. En chemin, l'air du lundi matin était inhabituellement calme, mais au fond de moi, je savais qu'une tempête se formait, et que tout commencerait demain matin lorsque Gavin déposera cette lettre officielle sur la table de mes parents. Comme je m'y attendais, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt le lendemain matin avant 7 heures appel après appel. Mais je n'ai répondu à aucun. J'ai gardé le téléphone dans ma poche et je l'ai laissé sonner. Vers 8 heures, j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai bloqué tous leurs numéros. Ensuite, je suis allé sur chacun de mes comptes de médias sociaux et je les ai bloqués là-bas non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais besoin de silence pour travailler. Je ne voulais plus laisser aucune émotion s'interposer. Vers 17 heures, je suis rentré chez moi après le travail. Mais en tournant dans le quartier, j'ai déjà pu dire que quelque chose n'allait pas. J'ai vu 4 personnes attendre devant ma maison au loin, ma mère, mon père, Blake et Camilla. Ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'ils avaient amené Camilla avec eux. Je me suis dit qu'ils allaient parler de la grossesse, en utilisant l'enfant à naître comme leur dernier atout pour essayer de m'influencer. Dès que j'ai garé la voiture dans le garage, avant même que je puisse couper le contact, tous les 4 se sont précipités. Ma mère a parlé la première, sa voix aiguë et urgente, « Brody, tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu être si insensible et chasser ton sang de leur maison? Comment peux-tu laisser ton neveu naître sans logement ?» Je n'ai pas réagi, car cette phrase était exactement ce à quoi je m'attendais, un enfant pas encore né entraîné dans une dispute entre adultes, et celle qui utilisait cet enfant comme bouclier était la même personne qui était restée là pendant que son mari jetait du vin au visage de son fils. Je suis sorti de la voiture calmement, j'ai verrouillé la porte et j'ai regardé directement ma mère. J'ai parlé lentement, « Je ne fais plus partie de cette famille. N'oubliez pas qui m'a jeté du vin au visage hier. En ce moment, je reprends simplement ce qui m'appartient. » Juste après avoir dit cela, Blake est intervenu. Sa voix était forte et aiguë, presque criarde, « Tu es égoïste et avare. Tu as déjà ta propre maison et un café, et maintenant tu veux prendre celle-ci et laisser nos parents sans rien. » J'ai laissé échapper un petit rire pas sarcastique, juste amer. Puis j'ai répondu, le ton ferme, « Le testament dit clairement je suis copropriétaire de cette maison avec vous. Il ne dit pas que je ne peux pas la vendre. Vous avez 2 choix, premièrement, acheter ma part à sa pleine valeur marchande, deuxièmement, vendre la maison, partager l'argent, et nous allons chacun de notre côté. C'est tout.
J'ai fait une pause un instant, j'ai regardé les quatre en silence, et j'ai dit les derniers mots, si vous ne partez pas maintenant, j'appellerai la police. C'est ma propriété, vous êtes en train de commettre une intrusion. Après cela, ils se sont tus complètement. Aucun d'eux n'a dit un autre mot. Peut-être ont-ils réalisé que je ne parlais pas par colère, j'en avais fini, complètement fini, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Environ 2 minutes plus tard, mon père a été le premier à se retourner et à s'en aller. Puis ma mère a suivi, Camilla et Blake sont partis peu après. Je suis resté là à les regarder disparaître dans la rue. À ce moment-là, je ne me suis pas senti soulagé, je ne me suis pas senti en colère non plus, ou juste une étrange paix tranquille qui s'installait en moi. Un mois plus tard, le mariage de Blake a eu lieu. Bien sûr, je n'ai pas été invité, et pour être honnête, je ne m'attendais pas à l'être. Ce matin-là, je suis allé travailler comme n'importe quel autre jour, essayant de ne pas trop y penser. Mais à l'heure du déjeuner, mon téléphone a recommencé à sonner. Quelques membres de la famille de ma mère m'ont envoyé des messages, certains étaient légèrement critiques, d'autres plus durs. Ils ont dit que j'étais insensible de vouloir vendre la maison, ils ont dit que j'étais un frère sans compassion. Il y a un message dont je me souviens encore à ce jour, un cousin a écrit « Quoi que vous fassiez, vous devriez penser à vos parents, après tout, ils vous ont élevé. » J'ai lu cette phrase et j'ai poussé un long soupir. Je n'étais pas en colère, je n'étais même pas si triste, juste fatigué. Parce que les gens qui ont envoyé ces messages n'étaient pas dans la pièce ce jour-là, ils n'ont pas entendu le verre de vin me frapper au visage, ils n'ont pas vu à quoi ça ressemblait quand j'étais seul, face à ma propre famille. Je n'ai répondu à aucun des messages, je n'ai pas essayé de m'expliquer. Au lieu de cela, je les ai tranquillement bloqués un par un, calmement et définitivement. La vérité est que j'étais triste ce jour-là, non pas parce que je n'étais pas invité au mariage, mais parce qu'au fond, j'espérais qu'après tout, au moins une personne dans la famille pourrait me comprendre. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose, si je ne m'étais pas défendu, je n'aurais probablement plus rien. Et plus que cela, j'aurais perdu quelque chose de beaucoup plus important que de l'argent, j'aurais perdu mon respect de moi-même. Ce soir-là, je me suis assis dans mon café, regardant les clients aller et venir, tenant mon cappuccino habituel. Entre les conversations tranquilles et la lumière du soleil qui traversait la fenêtre, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait, et c'était assez pour que je continue d'avancer. 2 mois plus tard, la maison a été officiellement vendue. Blake a choisi de la vendre et de partager l'argent équitablement. Peut-être savait-il que le résultat serait le même si cela allait en justice de toute façon. La maison était évaluée à exactement 500 000 $, et selon le testament de mon grand-père, j'ai reçu la moitié. Lorsque l'argent est arrivé sur mon compte, je ne l'ai pas dépensé, je n'ai pas fait de fête. La première chose que j'ai faite a été de commencer à planifier mon deuxième café. Après le succès inattendu du premier il y a plus d'1 an, je savais que j'étais sur la bonne voie. Il était maintenant temps de grandir. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un meilleur emplacement. L'espace avait un design propre et confortable. J'y ai ajouté un service à emporter cette fois-ci, cela m'a permis de servir les clients dans le magasin et a rendu les choses plus pratiques pour les employés de bureau. Le jour de l'ouverture officielle du deuxième café, je n'ai pas invité mes parents, je n'ai pas appelé Blake ni aucun membre de ma famille parce que je savais qu'ils ne seraient pas venus même si je les avais invités. Environ 4 mois plus tard, un soir de week-end, j'étais en train de classer des documents dans mon bureau à domicile lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message. C'était de Violet, ma cousine. Je l'ai ouvert et j'ai gelé un instant. C'était une photo d'un bébé dormant paisiblement dans un berceau couleur crème. Le visage du bébé était minuscule, calme, et ressemblait beaucoup à celui de Blake. Juste en dessous de la photo, Violet n'a écrit qu'une seule courte phrase, le bébé de Blake. J'ai regardé la photo pendant longtemps, puis j'ai rappelé Violet. Après quelques salutations polies, sa voix s'est adoucie. Elle m'a dit qu'après la vente de la maison, mes parents avaient donné les 200 000 $ qu'ils avaient reçus du testament de mon grand-père pour aider Blake à acheter une autre maison. Violet a dit que Blake ne l'avait pas dépensé pour des fêtes ou ses amis cette fois-ci, il a commencé à travailler des emplois supplémentaires, à se concentrer davantage, et a vraiment commencé à s'occuper de sa petite famille. Quand j'ai entendu cela, j'ai hoché la tête, même si Violet ne pouvait pas me voir. À l'intérieur, j'ai ressenti un certain apaisement, un léger soulagement. J'étais content que Blake commence enfin à grandir. Mais quelques secondes plus tard, une sensation de serrement s'est insinuée. Ce n'était pas de la jalousie envers le bébé sur la photo, c'était la prise de conscience que même maintenant, mes parents n'avaient pas changé.
Ils étaient toujours prêts à tout donner à Blake, il était toujours prêt à donner le meilleur de ce qu'ils avaient pour lui, et moi, à leurs yeux, j'étais toujours celui qui pouvait prendre soin de lui-même, celui dont il n'avait pas besoin de prendre des nouvelles, celui dont le silence était pris pour de la force, celui dont l'indépendance avait été prise pour un manque de besoin d'amour. Si quelqu'un devait me demander en ce moment si je regrette les décisions que j'ai prises, ma réponse serait non. Je ne le regrette pas parce que plus que quiconque, je sais exactement ce que j'ai vécu, les pertes, les moments où j'ai été ignoré, les moments où j'étais dans une pièce pleine de famille et me sentais pourtant totalement seul. J'ai choisi de me défendre non pas parce que je suis froid, non pas parce que je n'aime pas ma famille, mais je savais que personne d'autre ne le ferait si je ne le faisais pas. Les choses dans la vie ne s'amélioreront pas simplement parce que vous restez silencieux. Le silence ne conduit pas toujours à la compréhension, parfois, rester silencieux ne fait que donner aux autres l'impression qu'ils peuvent continuer à franchir la ligne. Donc, si vous entendez cette histoire et que vous vous y reconnaissez, je veux dire une chose, vous n'avez pas tort de choisir de vous protéger, vous n'avez pas tort de vous éloigner d'une relation qui vous fait du mal, même si cette personne est de votre famille. Ne laissez personne vous traiter d'égoïste simplement parce que vous avez refusé de vivre la vie qu'ils attendaient de vous. Vous méritez d'être aimé comme il se doit, et parfois, s'aimer soi-même comme il se doit signifie savoir quand dire, ça suffit. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, je veux laisser une question à ceux d'entre vous qui sont encore là, qui écoutent jusqu'à la toute fin, si vous étiez moi, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté silencieux pour garder la paix, ou auriez-vous pris la parole pour protéger ce que vous méritez vraiment? Continueriez-vous à donner, ou choisiriez-vous enfin de vous accrocher non pas par égoïsme, mais parce que vous avez déjà trop donné? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je veux vraiment entendre votre histoire et votre point de vue. Chaque fois que vous la partagez, elle fait aussi partie de cette histoire. Et si vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui significative, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Merci de votre présence jusqu'à la fin. À bientôt pour la prochaine histoire.